Yo, salut à tous, c'est Edo pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais juste à vous dire que j'ai encore une fois changé le nom de la chaîne, car en effet vous avez pu me connaître par hasard peut-être sous le nom de la planque Haringa, ou tout simplement celui de Edge Prime. Désormais je m'appelle donc Edo. Edo provenant tout simplement de l'ère d'Edo au Japon, ou de Conan Edogawa, de Détective Conan, une de mes séries et un de mes animés préférés. De ce fait, je vais commencer avec une phrase qui sera peut-être une routine prochainement si je continue les vidéos. Salut à tous, ici Edo pour une vidéo Code Lyoko. Salut, alors vous avez trouvé quelque chose? Oui, Xana. Xana? C'est quoi? Un programme extrêmement dangereux. Une sorte de virus qui contrôle l'énergie électrique. Il active les tours de Lyoko pour accéder à votre monde. Alors la tour rouge, l'entité électrique, le sigle bizarre, les monstres sur Lyoko, tout ça, c'était Xana? Oui, et seul Aelita peut le contrer en désactivant les tours qu'il utilise pour attaquer sur Terre. Sympa. Cela faisait 3 ans que nous connaissions la série Code Lyoko. Nous sommes actuellement en septembre 2006 et il est enfin de vue de proposer la genèse de Code Lyoko, à savoir l'origine de Xana, ou du moins son réveil. Car oui, tout comme l'apparition et l'existence de Aelita, nous ne savons rien à leur sujet. Car il est vrai, Xana est arrivée en même temps qu'Aelita dans la série avec Tenny Godzilla en septembre 2003. On était là, on regardait l'épisode et on se demandait « mais c'est qui cette nana et c'est qui ce virus ?» Et en fait, on avait peu d'informations. Hormis que le fait que ce virus souhaitait vraiment dominer le monde, tenter d'évincer les locaux guerriers, on ne savait rien de rien, on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait créé, on ne savait pas d'où sortait Aelita, donc on était vraiment dans le flou. Et il aura fallu attendre donc, du coup 3 ans pour que l'épisode jeunesse apparaisse enfin à la télévision et du coup aux yeux des lyokophanes et aussi de simples téléspectateurs. Après cette petite introduction brève, je vais me permettre du coup de commencer cet épisode, car oui, ceci est une nouvelle émission que je vous propose, et c'est en fait la première tout simplement, à savoir la leucothérapie. Le principe de la leucothérapie sera simple, ça sera tout simplement de vous présenter la saison 1, une sorte de débrief général de la saison, et j'en ferai de même du coup pour la saison 2, 3 et 4, et peut-être aussi un 6e volet du coup sur le final de Code Lyoko, sans prendre en compte bien sûr Code Lyoko Evolution, qui est pour moi un petit peu le vilain petit canard qui ne mérite même pas d'importance pour faire une vidéo. Ou du moins, si on me le demande, peut-être un jour je ferai Code Lyoko Evolution, mais j'avoue que ça me hype pas tant que ça. Bref, pour l'instant donc je projette 5 leucothérapies, qui seront donc les 5 parties principales de l'œuvre, donc je vais commencer aujourd'hui avec la genèse de Code Lyoko, qui est donc du coup très importante puisqu'elle met en avant et en présentation du coup qui et quoi, ce qui a causé cela, tous les éléments en fait qui sont mis sur l'échiquier. Bref, j'espère que vous êtes prêts pour la virtualisation. Nous allons débuter donc ce premier leucothérapie. Pour motif d'avoir trouvé le moyen de réactiver le supercalculateur, la production a eu une idée de génie. Et cette idée, je vais laisser tout simplement Jérémy Belpois vous la citer. La voici. J'avais dans l'idée que j'y trouverais à coup sûr tout plein de vieux trucs, de pièces mécaniques, de circuits électriques qui pourraient sans doute me servir. Je me permets de me rappeler dans un autre temps que ceci est aussi une critique, donc je me permets aussi de juger ou de faire quelques remarques qui pourront être parfois désobligeantes. Je dis bien parfois, ça ne sera pas tout le temps le cas, bien évidemment. Car bon, si je devais dire quelque chose, c'est que quand même, quand on connaît Jérémy c'est un petit froussard. Et là, il révèle une part de lui que personne ne s'y attendait, à savoir qu'en fait, il est quand même un petit peu courageux et aventurier. Et donc par ce fait, il décide
par envie, par plaisir, d'activer une machine dont il n'a aucune connaissance, comme si de rien n'était. Le truc ressemble à une sorte de réacteur nucléaire, enfin il n'en a besoin pas, même si bien évidemment ça a besoin d'uranium ou de plutonium, je me rappelle plus, il faudrait que je revoie l'épisode en question. Donc voilà, au calme, comme dirait Jones, Jérémy réactive une machine ayant une puissance démesurée, même si à ce moment-là il n'en était pas conscient. Et là pour certains ça pourrait être le début de l'inconscience, puisqu'il va vouloir allumer aussi l'ordinateur en pensant que c'est un putain d'ordinateur de gaming, alors que pas du tout. Et il y découvre donc une entité, ou du moins un avatar virtuel. D'un premier abord, on pourrait croire que c'est tout simplement une cosplayeuse, waifu, je sais pas, ce que vous voulez, qui veut essayer de vendre ses pieds à Jérémy. Et celui-ci tombe dans le piège puisqu'il tombe sous son charme, bien que la demoiselle en question ne se rappelle même pas de son propre prénom. N'étant pas un résumé d'épisode, je vais donc passer à la partie intéressante suivante, à savoir l'apparition d'un nouvel élève acadique, à savoir Odd de la Rubia, qui, tout comme dans le projet pilote Garage Kids, vient d'arriver à Cadic pile à ce moment-là. On remarquera aussi son goût capillaire qui était assez stylé pour l'époque quand même. J'ai eu une préférence honnêtement pour sa coupe de la genèse plutôt que sa coupe qu'il a pendant les 4 saisons. Ah, quelque chose d'important aussi à prendre en compte, c'est qu'à ce moment-là, le relationnel entre élèves était assez différent. Jérémy était un garçon isolé et Ulrich était plutôt aussi dans son coin. De ce fait, donc, Jérémy et Ulrich ne se côtoyaient que par politesse lors des cours et nulle part autrement. Paradoxalement pour Ulrich, son lien avec Odd est fait de manière un peu inattentionnée puisque Odd est devenu son voisin de chambre. Bref, visuellement, il faut savoir donc que Jérémy garde le secret pour lui car effectivement à ce moment-là, seul Jérémy est le courant de l'existence d'un supercalculateur ou du moins d'un ordinateur dans l'usine désaffectée à côté de Cadic. Et c'est là où l'histoire va réellement commencer. À partir de cet instant où il active le supercalculateur, Xana va pouvoir ainsi se déchaîner. Et ce n'est pas d'une façon assez commune qu'il va se déchaîner, puisqu'il va directement agresser celui qui a permis de le réveiller, en tentant de l'électrocuter à mort devant la machine à café du collège. Attention, vraiment, le mec est dangereux. Enfin, là, clairement, il est dangereux puisqu'il a tenté de le tuer. Bon, à partir de là, tout commence à prendre enclin, puisqu'effectivement, à ce moment-là, Ulrich et Odd sont témoins de la scène, et donc remarquent une sorte d'entité électrique à tenter de s'en prendre à Jérémy. Jérémy, à ce moment-là, est un peu déboussolé, et il se dit que clairement, c'est le moment de devoir en parler à quelqu'un d'autre, et qu'il ne peut pas garder le secret que pour lui. Mais avant cela, nous allons pouvoir faire la connaissance de Yumi Shiyama, une collégienne de Cadic, âgée d'1 an de plus que les autres, qui s'avère être une puissante et remarquable combattante. Ulrich l'affronte pendant un cours de sport, et se fait laminer assez facilement. Après, je vais pas juger parce que moi j'aurais fait pire que lui, donc bon. Bref, dans un même temps, cela montre et dévoile déjà les premiers pas d'une possible relation entre eux, puisque les deux petits se rougissent mutuellement. Et c'est de là que vient de naître donc la fameuse relation et chip populaire de Yumi et de Ulrich. Bon, je m'égare un peu et revenons plutôt sur le côté critique de l'épisode. Cet épisode-là a quand même une tournure de genèse assez intéressante, puisqu'en fait, tous les personnages principaux de la série, si vous connaissez au moins la saison 1 ou quelques épisodes, viennent d'être présentés. Yumi Shiyama qui a donc 1 an de plus que les autres, Ulrich Stern du coup qui est un peu le bad boy, un peu charismatique d'une classe, Jérémy qui est donc le nerd qui cache pas mal de choses et qui s'avère courageux derrière le dos de tout le monde, et Odd de la Rubia, le petit nouveau à Cadic. Ceux-ci sont donc les 4 personnages clés dans le monde réel, car oui, si on doit prendre en compte du coup Maya aka Aelita qui à ce moment-là donc du coup ne se rappelait pas de son nom, nous avons donc eu affaire aux 5 personnages d'origine de la série. Et par ce fait, c'est quand même intéressant de voir que chacun d'entre eux viennent un peu d'un monde différent justement. Et là, je parle vraiment dans le sens premier du terme. Chacun ont un caractère, une spécificité différente. Et c'est ça qui est pas mal dans ce début de série, même si du coup l'épisode sort 3 ans après le début de la série, c'est que chacun d'eux apporte son grain de sel. Il est évident qu'en fusionnant tout cela, on fait mitonner un super bon plat, et ce bon plat se nomme Code Lyoko tout simplement. Côté Xana du coup, ses premières attaques sont très intéressantes, dans le sens que directement à son réveil, il a son instinct meurtrier qui se réveille. Il s'en prend au personnage qui a réussi à lui redonner la vie. Ce qui devrait être insensé est censé ici, puisque ce virus, clairement un virus entre guillemets, un logiciel multi-agent un peu plus tard, souhaite vraiment dominer le monde
purement et simple. Le comble étant que le virus s'en prend spécifiquement qu'à Jérémy. Pourquoi? Car il est le seul actuellement au courant du secret. Et c'est de par ce fait que le virus va ensuite évoluer et vouloir s'en prendre aux autres. Car une fois que Jérémy aura révélé à Ulrich et Odd que l'usine possède un supercalculateur, le virus Xana décidera de s'en prendre à eux, et ainsi de suite. Cette réaction en chaîne engendre indirectement aussi le fait de l'intérêt de se lancer sur le monde virtuel, c'est-à-dire sur Lyoko, pour tenter d'arrêter ce virus et aussi dans un même temps s'occuper de matérialiser Aelita. Car oui, le sujet principal aussi de la genèse, même si on l'oublie quand on ne connaît pas trop l'épisode, c'est aussi de savoir qui est Aelita. À ce moment-là, on sait peu de choses, on ne saura qu'à la fin de l'épisode, de la deuxième partie, que Aelita s'appelle Aelita. Car oui, pendant 3/4 de ce double épisode, nous n'avons aucune identité sur elle, on ne sait rien, ça se trouve c'est vraiment une sorte d'avatar qui présente du coup cet univers, donc ça se trouve c'est vraiment un bot informatique, peut-être comme je le disais au début de façon un peu grotesque, une nana qui est sur un site qui se montre en cam et qui réussit à faire du montage, donc on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Mais au vu de l'ampleur proposée par Xana, Jérémy se rend compte sérieusement que Maya est en réalité vraiment une entité virtuelle. Puisque aussi, quelque chose que je ne montre pas actuellement avec les extraits vidéo, Maya ne sait pas trop où elle se trouve. Quand elle va sortir de la tour pour voir où elle va se retrouver donc sur le territoire de la forêt et elle va se faire agresser directement par les monstres de Xana, à savoir des cancrelats. Elle ne sait pas du tout quel est son but et quel est son intérêt aussi dans ce monde. Et c'est aussi un autre point fort pour une genèse, car tous les personnages sont au même point de départ. C'est-à-dire que Jérémy ne sait quasi rien des faits, Ulrich et Odd non plus, Yumi encore moins, et Aelita, qui pourtant vit dans le monde virtuel, ne sait rien de là où elle vit. Elle est comme une étrangère dans ce monde. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'en fait, tous les 5 personnages du coup qui sont liés à l'usine, et qui sont donc liés à ce secret, ne savent encore pour l'instant rien de cette histoire et de cette intrigue. Un autre point intéressant, que je vais peut-être reprendre un peu plus tard, mais que je souhaite mettre en avant maintenant, c'est qu'à l'origine, Yumi n'aurait pas dû faire partie du secret. Bien qu'elle apparaisse dans la seconde partie comme étant l'une des recrues de Jérémy, dans la première partie, c'était Sissi qui était de base membre des Lyoko guerriers. Même dans la seconde partie, elle est encore membre des Lyoko guerriers jusqu'à ce qu'en fait elle décide de briser et de rompre le lien avec eux en dévoilant le secret à des adultes. Car oui, note intéressante à prendre en compte, Jérémy ne décide pas d'en parler aux adultes tout simplement parce qu'il a peur que ceux-ci appellent la police ou tentent de désactiver le supercalculateur. Et que, comme je le disais au début, Jérémy a déjà développé quelques sentiments auprès de l'entité virtuelle, bien qu'il ne la connaisse pas. Et c'est par ce lien qu'en fait Jérémy va vouloir être pas obsédé, mettre en prix de vouloir réaliser son rêve, de matérialiser Aelita et de tenter de la sauver aussi indirectement. Autre point intéressant avec cet épisode-là, il est le second et dernier double épisode de la série. Car oui, il est important de savoir que Code Terre et Faux Départ est lui aussi un double épisode, puisque c'est un mini-arc lié aussi à Jim et à la matérialisation d'Aelita. Un des points un peu plus farfelus et l'une des facilités scénaristiques de la série, qui va être découverte du coup aussi dans cet épisode-là, bien qu'elle ait été connue avant, c'est le retour vers le passé. Car oui, Jérémy vient à peine de manier et de connaître peu à peu le supercalculateur qu'il sait déjà, même si en fait il venait de découvrir apparemment le programme comme il le dira dans l'épisode, il va savoir faire la commande de retour vers le passé et ainsi permettre à tous ceux qui ne sont pas allés sur Lyoko à oublier les événements qui se sont produits le jour même. Car oui, le retour vers le passé permet de faire effacer la journée qui s'est produite. Par contre, autre point intéressant de cet épisode est le fait que Jérémy est tout oublié après le retour vers le passé, pour la simple et bonne raison que celui-ci ne s'était pas fait scanner dans l'usine. Car oui, en fin de compte, petite rectification de ma part, il n'est pas nécessaire de se matérialiser sur Lyoko pour garder la mémoire, mais il suffit tout simplement de se faire scanner par les scanners de l'usine, pour ainsi être épargné de la perte de mémoire du retour vers le passé. Et c'est pourquoi Jérémy, Ulrich, Odd, Yumi et Aelita, qui elle est une entité virtuelle pour l'instant, n'oublie jamais ce qui s'est produit durant les futures attaques à venir. Mais revenons au sujet principal de la vidéo, à savoir Xana, qui ne lâche pas la veste à Jérémy et aux autres. Car son but premier est de vraiment se débarrasser de tous ceux qui seraient des gêneurs et qui connaissent la vérité sur le supercalculateur. Car en effet, une fois qu'il se débarrassera d'eux, il pourra enfin agir librement sur la Terre. Dans ce double épisode, Xana utilisera 4 types d'attaques différentes. Tout d'abord, l'électrocution à la machine à café, suivi ensuite des robots de Jérémy qui tenteront de tuer Jérémy, bien que ce soit des robots qui sont d'apparence inoffensive, suivi ensuite d'une boule d'énergie, à la façon d'un Genki Dama, qui va tenter de poursuivre du coup ceux qui connaissent le secret, et aussi à la fin
de l'attaque des câbles dans l'usine. Alors l'attaque des câbles, hein, c'est un peu les tentacules version terrestre, la version terrestre des tentacules, c'est ça que je veux dire, je me perds, je m'égare, c'est pas possible. Ah. Côté Lyoko, nous avons donc la révélation que Aelita est une sorte de gardienne, puisqu'en effet, elle seule peut désactiver les tours de Lyoko, car oui, je n'ai pas trop parlé du côté de Lyoko pour l'instant, mais je pense que vous connaissez les bases. Autrement dit, quand Xana tente d'attaquer le monde réel, il doit s'emparer d'une tour qui se trouve sur Lyoko, car Lyoko est donc divisé en 4 territoires, territoire du désert, territoire de la banquise, territoire de la montagne et territoire de la forêt. Sur ces territoires se trouvent diverses tours. Une fois que Xana s'empare d'une tour, il peut faire un mouvement sur Terre, c'est-à-dire une attaque, une action, un transfert d'énergie, etc. Et c'est justement en désactivant la tour de Lyoko de ce double épisode qu'elle va s'apercevoir du nom qu'elle possède. Car oui, en posant sa main sur l'écran tactile, elle va découvrir donc du coup le code Lyoko qui permet donc de résoudre les attaques de Xana, ainsi que son nom, le nom de la gardienne, à savoir Aelita. C'est ainsi donc que va commencer la quête contre Xana, puisque nous avons maintenant désormais les solutions pour contrer ces menaces. Et c'est ainsi donc de là que se forme l'équipe des Lyoko-Gari que nous connaissons donc dans la saison 1, à savoir composée de Jérémy, Odd, Ulrich et Yumi. Mais enfin bref, maintenant je vais passer sur un petit côté technique, alors vraiment c'est un détail puisqu'en fait ça a de la cohérence. Il est important de savoir du coup que 3 ans auparavant, du coup lors du commencement de la saison 1, l'animation 3D et aussi l'animation 2D étaient un petit peu différentes. Pour cet épisode Genèse, la production n'a pas décidé de reprendre l'animation de l'époque. Ils se sont basés sur l'animation qu'ils avaient actuellement, c'est-à-dire celle de la saison 3 et de début de saison 4, en termes d'animation 3D et 2D. Et donc, ça a fait une sorte de contraste, en fait, aussi avec la saison 1, car si on doit lire et suivre chronologiquement parlant les épisodes, et bien nous commençons donc avec ce double épisode qui a l'animation d'un épisode de 2006, alors que juste après on enchaîne avec des épisodes de 2003 qui sont assez différents en termes de graphique et de 3D et de design, car oui, une fois qu'on est sur Lyoko, alors qu'on commence avec l'épisode Teddy Godzilla, le désert n'a rien à voir au désert de l'épisode Genèse, hein. C'est un désert beaucoup plus réaliste, bizarrement sur la saison 1, car oui, à cette époque-là, il y avait des oasis sur le territoire du désert, alors que dans le territoire du désert reformaté à partir de la saison 2, il n'y en a plus. Mais enfin, ça c'est qu'un détail, et je parlerai même pas du territoire de la forêt qui, dans la saison 1, était vraiment très sombre, très forestier, alors que dans la Genèse, il est assez clair et lumineux. C'est tout ce que j'avais à dire pour le côté de l'animation. Maintenant, je vais passer du coup à mon avis global de l'épisode. Alors, ce double épisode vraiment est un épisode très intéressant, du coup, et vraiment l'épisode pilote, en fait, clairement, de la série, bien qu'il soit sorti 3 ans après, du coup, le début de l'animation de la série. C'est un petit peu paradoxal, hein, de pas commencer par le commencement. Mais bon, ce n'est pas la seule série, ce n'est pas la première à faire ceci. L'épisode a beaucoup de points forts et n'a en fait pas réellement de faiblesse. Si je devais donner une faiblesse, c'est peut-être un peu la façon dont a été découvert le supercalculateur et la simplicité de le trouver. Je me dis pourquoi c'est Jérémy qui le trouve alors qu'auparavant il y a pu avoir peut-être des ouvriers, je sais pas, des badauds, justement des thugs hein, qui auraient pu y aller. Eh bien non, c'est vraiment Jérémy, un gamin de 13 ans qui est au collège d'à côté, qui découvre le supercalculateur. Ça, je trouve ça un peu irréaliste, mais bon, c'est ce qui donne le charme aussi de l'animé, de la série. Donc bon, ma foi, ça me convient. Pour moi, cet épisode met vraiment donc en scène tous les pions de la série, ainsi que la continuité à venir, du coup, qui a pour objectif d'essayer de matérialiser Aelita sur Terre. Puisqu'à ce moment-là, donc je le redis, c'est une entité virtuelle, du coup, qu'on souhaite matérialiser sur Terre pour qu'elle puisse enfin y vivre, et aussi pour, en fait, dans un autre temps, essayer de se débarrasser d'Xana, parce qu'à ce moment-là, personne ne sait qu'en fait Aelita sera liée à Xana malgré elle, et du coup, en fait, ils pensent en fait qu'une fois Aelita sur Terre, ils pourront désactiver le supercalculateur, ce qui est en fait un peu une erreur. Mais enfin, je ne veux pas trop spoil à ce sujet si jamais il y a des gens qui veulent tenter Code Lyoko qui n'y s'y sont pas encore plongés. Bref, je commence à fatiguer, il faut vraiment que je me reprenne à faire des vidéos, ça faisait perpète hein, pour vous avouer, ça fait depuis juin 2021 que j'avais plus fait une vidéo réellement sérieuse sur un sujet, même si des fois je fais des confesses pour des orgues divers sur Discord, bon, ça c'est une autre histoire. Donc vraiment, soyez clairs, soyez cash sur vos avis de cette petite critique et analyse vidéo. Donnez-moi vos avis, partagez si la vidéo vous plaît, et vraiment, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère qu'elle vous a plu, et j'espère que ça va me permettre peut-être
d'avoir un peu plus d'abonnés, peut-être qui sait pas mal de fans de Code Lyoko. Bien sûr, ça c'est l'objectif premier, hein, parce que Code Lyoko reste quand même une passion. Et je sais que là, la vidéo n'est pas parfaite, hein, loin de là. Mais en tout cas, sachez que je prends en compte tous vos avis avec grand plaisir, même si c'est des avis négatifs. Bref, c'était Udo pour une vidéo Code Lyoko. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, qui sait. Ciao ciao.